Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du mouvement d'humeur à Dakar Dem Dikk. La grève est suspendue. Les travailleurs ont accepté de mettre fin à leur grève sur demande du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens qui allait à leur rencontre pour discuter avec eux. Ces agents de Dakar Dem Dikk avaient déclenché ce lundi une grève pour dénoncer les nominations injustes, en même temps réclamer de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leur salaire. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis, culture, le centre socio-culturel des HLM a abrité le festival, une 6e édition qui s'est déroulée selon les organisateurs. Le thème choisi de cette année est droit de la femme. Et puis, une occasion aussi de mieux promouvoir le leadership féminin. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Entre licenciements arbitraires, oppression, salaire dérisoire et difficiles conditions de travail des employés de Uno, Total et Agitip, Guy Marius Sagna dénonce avec la dernière énergie les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur lieu de travail. Selon lui, ces entreprises françaises exploitent le travailleur africain et violent leurs droits. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ce 29 avril au siège de Frappe. Amsatou Gano nous fera un compte-rendu dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont accepté de mettre fin à leur grève sur demande du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens qu'il est allé à leur rencontre pour discuter avec eux. Ces agents de Dakar Dem Dikk avaient déclenché ce lundi une grève pour dénoncer les nominations injustes, en même temps réclamer de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leur salaire. En compte rendu de Ndella Ndiaye. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont finalement décidé de suspendre leur mouvement d'humeur entamé ce lundi. Cela résulte d'une large concertation, si l'on en croit Marc Tagnan, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de la boîte. Un consensus. Après concertation avec le ministre, nous avons eu la confiance du ministre. Nous avons aussi l'intervention de facilitateurs et la confiance des salariés. On va reprendre demain le service, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Nous vous remercions. Pour rappel, les travailleurs de l'entreprise avaient enclenché une grève ce matin pour dénoncer les nominations politiques effectuées par le directeur général. Le motif de grève, comme vous l'avez constaté, on s'est réveillé aujourd'hui. On a constaté qu'il y avait des bus qui étaient caillassés hier, presque 9 bus. Et certains gens ou bien des syndicats ont décidé d'arrêter le trafic pour pouvoir éclaircir ce qui s'est passé. Parce que vendredi dernier, il y avait des notes de service qui étaient sorties. Le DG avait fait sortir des notes de service en faisant des promos à certains agents. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens qui sont ici à Dakar Dem Dikk. Bon, parce que disait qu'il y avait beaucoup qui étaient beaucoup plus méritants que ces gens-là. Et parmi les promus, on a constaté qu'il y avait 2 délégués de syndicats qui faisaient partie de ces notes de service-là. Bon, ces gens ont critiqué ces notes de service. Ils n'étaient pas d'accord avec le comportement du DG. Ils ont également dénoncé les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs en des salaires jugés. Et pendant ce temps, il y avait un accord d'établissement qu'il devait signer depuis très longtemps. Il n'a pas signé. Et aussi les augmentations que l'ancien président avait fait pour les agents, le président n'a pas totalement appliqué cette augmentation-là. Bon, les gens sont frustrés, bon, les gens ne sont pas contents, raison pour laquelle ils sont venus ici, ils ont barré les bus, nous disent qu'il n'y a pas de travail. Hein. Il n'y a pas de travail, c'est ça le problème, quoi.
Lors de cette rencontre, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, est arrivé de manière inopinée et a réussi à convaincre les travailleurs à reprendre le travail. Ainsi, les bus reprendront les routes ce mardi. Monsieur Ndiaye est toujours au micro de Ndella Ndiaye. li am solo ba am solo mooy xam nañu ni gënalu leen Sénégalais yi di xëy jaaxle kenn mënul dem liggéey. Nous savons que cela ne vous réjouit guère que de voir que les Sénégalais ne puissent pas se rendre à leur lieu de travail faute de véhicules de transport. Donc nous connaissons très bien les motifs et les motivations de votre mouvement d'humeur. Cela résulte d'un certain nombre d'actes récents, notamment des nominations et d'un certain nombre de faits. Sachez que des mesures idoines seront prises. Maintenant, moi j'ai déjà envoyé une note dans ce sens et je vais incessamment voir le directeur général de la boîte. Mais je voudrais quand même vous exhorter à reprendre le travail. Faites-nous confiance, le nécessaire sera fait. Toutes vos préoccupations seront prises en compte. Au moins, man ngeen suñu leen ko waxee mën ngeen koo gëm. Gëm nañ ko monsieur le ministre. waaye suma sañoon. Licenciement abusif, situation délétère des employés de UNO, Total et AGETIP, et puis Guy Marius Sagna qui monte au créneau après ces licenciements de ces travailleurs. Monsieur Guy Marius Sagna dénonce avec la dernière énergie les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur lieu de travail. Selon lui, ces entreprises françaises exploitent les travailleurs africains et violent leurs droits. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse tenue ce 29 avril au siège de Frappe Amsatou Gano Medoune Mbaye. Donc on a Total qui licencie des travailleurs en congé de maternité. On a UNO qui est une machine à fausse couche. Mais il faut que ça cesse. Une usine à fausse couche. Quand vous êtes malade, on peut vous couper. On vous fait des ponctions. Même si vous avez un certificat médical. C'est-à-dire que le certificat médical, c'est juste pour qu'on ne vous chasse pas. Mais on va vous couper la journée. On n'est plus dans une entreprise, mais on est dans une Gestapo. Ils sont épiés de 9h à 21h. Et il y a un système d'intérim. Des contrats de 3 mois. UNO fait des contrats de 3 mois. Certains de ces contrats sont des contrats de 3 mois. Vous allez à la société d'intérim A, vous signez avec elle 3 mois. Après, vous signerez un deuxième contrat de 3 mois. Après, il vous envoie à une société d'intérim B. Vous signez 3 mois. Peut-être une deuxième fois 3 mois. Après, vous allez à une société d'intérim C. 2 autres contrats de 3 mois. Jusqu'à ce que toutes les lettres de l'alphabet soient finies. Tout simplement pour ne pas faire de cotisation sociale, de cotisation à l'IPRES. Mais ça doit se terminer. Nous avons aussi entendu notre frère Ousmane Diop parler au nom des travailleurs de AGETIP. Nous avons entendu les travailleurs de AGETIP arbitrairement licenciés, plus de 168 parmi eux, depuis mi-2022. Donc ça fait plus de 20 mois. Et ce n'est pas parce que ces travailleurs sont venus sous l'étiquette Khayundaoui qu'on doit les traiter comme des malpropres. Et puis, en mouvement d'humeur, depuis près de 2 ans maintenant, les travailleurs des collectivités territoriales ne comptent pas baisser la garde. Ndiaga Diop, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités, l'a fait savoir à Ndella Ndiaye au téléphone. Ministre, après avoir reconnu la légitimité de la revendication des travailleurs des collectivités territoriales, nous avons affirmé la volonté du gouvernement de la République, n'est-ce pas, de la résolution de cette vieille doléance qui date de presque 2 ans. Il nous avait même promis que le Premier ministre devrait nous recevoir dans les meilleurs délais. Jusqu'à présent, pas de nouvelles. L'intersyndicale, après avoir écouté la base par une assemblée générale, n'est-ce pas, reconduit 120 heures de grève pour les lundi 29 jusqu'au vendredi 3 avril, renouvelable toutes les semaines sur toute l'étendue du territoire.
Le collectif des organisations de la société civile dénommé Sursaut citoyen a tenu à rappeler au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye son devoir de respecter ses engagements et d'œuvrer à l'application du pacte de bonne gouvernance. D'ailleurs, une correspondance a été envoyée au chef de l'État à cet effet. La révélation a été faite lors de sa rencontre organisée le samedi dernier. Aïssatou Ba pour plus de détails. Le collectif des organisations de la société civile, dénommé Sursaut citoyen et demain, a appelé le président Bassirou Diomaye Faye à respecter ses engagements pour l'application du pacte de bonne gouvernance. Je continue à penser que l'attitude du président sortant était une trahison par rapport à sa parole donnée et à ses engagements. Et je pense que cette attitude fait partie de ce qui a favorisé le choix des Sénégalais pour un nouveau président. Et je pense que ce président-là ne va pas connaître les mêmes travers et qu'il va respecter ses engagements pour être conforme dans son pacte avec le... Le collectif est prêt pour l'accompagnement dans la mise en œuvre de ce pacte, selon Mme Pendembo. C'est là où la mobilisation de la société civile elle est fondamentale, elle est importante, parce que c'est à partir de maintenant, il faudra concrétiser cela. Accompagner les politiques, pas seulement accompagner, mais d'être le fer de lance de ces mutations. Parce que le travail est immense, il est important. Ça va se faire au sein de la société. Quand je vois toutes les revendications, par exemple aujourd'hui, toutes les revendications autour du foncier qu'il faudra repenser. Le pacte national de bonne gouvernance démocratique est un document produit lors des assises nationales tenues du 1er juin 2008 au 24 mai 2009 et portant sur une réforme des institutions. Il vise ainsi, par des consensus forts, à réguler durablement le jeu politique, électoral, économique et social de façon à garantir la transparence, l'équité et le caractère pacifique du vivre ensemble au bénéfice de toute la société. Aïssatou Ba. Et puis le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé samedi un séminaire gouvernemental sur l'importance des fonctions confiées aux ministres et secrétaires généraux. Lors de son discours d'ouverture, le président de la République a rappelé aux ministres les piliers de l'exercice qui fondent leur mission. À cet effet, il dit attendre donc de ce séminaire gouvernemental de permettre au nouveau régime de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, diriger, de conduire, de gérer en un monde, de manager avec efficacité et efficience les départements ministériels qui lui ont été confiés. Et puis les fonctions gouvernementales sont importantes. Elles reposent sur des piliers fondamentaux que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rappelé à ses ministres, à savoir l'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Le système de pointage biométrique a été lancé au ministère de la fonction publique ce lundi 29 avril 2024. Désormais, les employés sont tenus de respecter les horaires de travail fixés de 8h à 17h du lundi au vendredi avec une pause d'1h30 de 13h30 à 14h30 comme stipulé dans le décret numéro 96-677 du 7 août 1996. Un récit de Mansour Diassé. Le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, a annoncé le lancement d'un système de pointage biométrique pour améliorer la gestion des horaires de travail des fonctionnaires. Cette mesure, qui prendra effet ce lundi 29 avril 2024, vise à renforcer la performance et l'efficacité du service public au Sénégal. Selon la circulaire publiée le 26 avril 2024, ce système de pointage biométrique est complété par un dispositif de vidéosurveillance. Ces
technologies conjuguées permettront donc l'accès aux bâtiments ministériels et de surveiller le temps de présence, les retards et les absences des agents. Ce dispositif a pour but de garantir que les fonctionnaires respectent les horaires de travail réglementaires établis du lundi au vendredi de 8h à 17h avec une pause d'1 heure entre 13h30 et 14h30, conformément au décret numéro 96-677 du 7 août 1996. Du 7 août 1996. Tous les agents sont invités à se signaler à l'arrivée comme au départ par empreinte sur le terminal situé au poste de police à l'entrée ou au sous-sol. Toutefois, le personnel d'encadrement et les agents dûment autorisés ne sont pas concernés. Les directeurs et chefs de service sont priés de prendre tous les dispositifs nécessaires pour l'application stricte de la présente, conclut la note. Tambacounda, intronisation du 36e chef de village de Moudéri dans le Bakel. Les populations présentent leurs propres réalisations et listent leurs attentes du nouveau régime. Fondé en 1607, le village de Moudéri, situé à la frontière de la Mauritanie, a intronisé son nouveau chef de village. Il s'agit de Gaye Ndiaye, une occasion pour les populations d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du régime, car depuis l'indépendance, la localité n'a encore rien bénéficié des différents régimes en termes de réalisation. Toutes les infrastructures comme écoles, postes de santé, forages et électricité sont réalisées par les fils du terroir. Les habitants de cette commune d'arrondissement, d'où est parti le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie en avril 1989, espèrent une meilleure considération du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son gouvernement. Intervenant, Sohaibou Ndiaye, notable de Moudéri, correspondance Amadou Diallo depuis Tamba. Le village de Moudéri tient son nouveau chef. Il s'agit du doyen Gaye Ndiaye, qui devient ainsi le 36e chef de village de Moudéri depuis sa création en 1607. Moudéri, un village plein d'histoire. Comme vous voulez le constater, le chef de village de Moudéri, ils sont tous nommés Ndiaye. Cela veut dire que c'est des gens qui sont venus de l'Ordjolof lointain. Ils sont originaires du village de Yang Yang. Et selon l'histoire, le premier Ndiaye qui a quitté l'Ordjolof pour venir à Bakel, il s'appelle Giran Dilen Ndiaye. Ils étaient trois. Il est venu à Bakel. Il y a des marabouts qui sont du côté de Bakel, qui pouvaient faire des prières. Il est venu avec ses guerriers. Durant ce temps-là, ils ont trouvé les Bachili qui étaient le maître du Gadjaga. Bon, ils ont signé des conventions avec eux. Ils disent maintenant, vous allez nous aider dans notre guerre. Parce que nous, on est en guerre contre les Mortraza. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village de la localité a été une occasion pour ces populations de déplorer leur manque de considération des tenants du pouvoir. Car depuis l'indépendance à nos jours, toutes les réalisations de la commune portent la signature des fils du terroir. À tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas une seule réalisation de l'État du Sénégal ici à Moudéri. Ça, je peux vous le dire. De l'école, moi où j'ai étudié, jusqu'à tout ce que vous trouvez là, bureau de poste, centre de santé, mairie, forage, lycée, cimetière, tout ce que vous pouvez trouver ici, qui doit profiter à des populations, ce sont les gens de Moudéri eux-mêmes, ceux qui sont là et ceux qui sont à l'étranger qui l'ont réalisé. Ça, je mets au défi tous les gouvernements qui sont passés. De 5 à nos jours. Eau, électricité. C'est pourquoi on vous a parlé du nouveau, le tout dernier forage qu'on est en train de faire là, qui nous a coûté 120 millions. Mais... Lors de la dernière présidentielle, les populations de Moudéri avaient voté contre l'ancien pouvoir, une manière d'exprimer leur mécontentement. C'est pourquoi aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles autorités de ce pays suscite de l'espoir et leur plus grand souhait est de voir la réalisation de la route Moudéri-Diawara Bakel, qui est dans un état très chaotique. Et puis 24e édition de la Fiera, en prélude de la préparation de cette 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, qui aura lieu du 4 au 26 mai 2024 au CICES2 Dakar, et qui aura comme thème le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique. Pape Abdou, le président de la Fiera, a annoncé de nombreuses innovations pour la présente édition. Il a fait la révélation lors de la cérémonie de lancement officielle de l'événement ce lundi. Il est au micro de Mansour Diassé. Dans cette optique, le comité a eu à rencontrer le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, M. Mobouba Diagne, qui a reçu le comité d'organisation. On a discuté de tous les aspects. Et lui, personnellement, il s'est engagé à prendre toutes les dispositions idoines pour une bonne organisation. À cet effet,
Rien que le département de l'agriculture et de l'élevage occupera plus de 1000 mètres carrés pour présenter ses directions, ses projets et ses structures. Entre autres aussi, on a la participation de l'USAID, la participation de l'ADEL, les structures d'encadrement, le COSEC, l'ACEPEX, l'ADPM, tous ils sont au rendez-vous. En sus de ça aussi, on a une forte participation de la délégation sous-régionale, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entre autres. Donc, en marge de cette 24e édition de la FIARA, il y aura un événement spécial qui vient d'être innové par la FIARA. C'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales du Sénégal, SIARA. Et puis, Tchadjaï, organisation d'une randonnée pédestre pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Un plan d'activité du projet WAR a organisé une randonnée pédestre pour inviter les femmes à comprendre les nombreux dangers qui peuvent découler de ces violences dont elles sont victimes. Les acteurs invitent également les parents à mieux s'impliquer dans la lutte. Écoutons à ce propos Yassane Koli, qui est le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales des jeunes et enfants. Nous organisons une randonnée pédestre. Cette randonnée pédestre entre dans le cadre de notre plan d'action qui vise à sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes liées aux violences sexuelles et aux violences faites aux femmes et aux filles qui sont souvent des victimes de ces pratiques néfastes. Et aujourd'hui, nous avons pu mobiliser les leaders communautaires, les autorités locales, mais aussi nous avons pu mobiliser les jeunes filles qui ont elles-mêmes développé des messages, sensibiliser les populations sur leur bien-être et sur aussi les dangers qu'elles peuvent encourir grâce à ces pratiques néfastes. Ce que nous avons retenu aujourd'hui, c'est que nous avons eu beaucoup d'engagement de la part des autorités. Nous avons eu aussi beaucoup d'enthousiasme sous le regard des jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche de la fin de notre projet. En matière de droits des femmes et des filles, il faut que les filles puissent se réveiller et prendre en main leur propre destinée. Parce que pour que les filles puissent vraiment jouir de leurs droits, il faut que nous puissions les accompagner, les aider à développer le leadership, mais aussi à développer leur autonomie pour être des actrices de développement et être les futurs cadres, les futurs parents et les futurs dirigeants de ce pays. Et puis, culture, le centre socio-culturel des HLM a abrité le festival Film Femmes Afrique ce week-end, une 6e édition qui s'y est bien déroulée selon les organisateurs. Le thème choisi cette année est droit de la femme et de la paix en Afrique, une occasion aussi de mieux promouvoir le leadership féminin. Vous suivrez un compte rendu de Maman dans cette édition du soir. C'est avec un réel plaisir qu'on accueille aujourd'hui au sein de notre commune la 6e édition du festival Film Femmes Afrique. C'est l'occasion tout simplement de magnifier le thème qui a été choisi, le thème qui parle des droits des femmes et de la paix, surtout ici au Sénégal. Le festival Film Femmes Afrique est un festival qui fait la promotion des films africains tout en défendant les droits des femmes. Donc nous essayons d'aller vers le public dans les lycées, dans les centres socioculturels et en plein air dans les quartiers. Disons depuis quelque temps aussi point focal de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que sur ce volet-là, on a énormément fait et on a participé dignement au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire avec le maire Moustapha Diop, qui est preneur de tout projet qui concerne les femmes et qui concerne surtout l'environnement. On a eu l'occasion de visionner 2 projections, un court-métrage et un long-métrage, et c'était l'occasion ici au niveau de la commune des HLM de parler du droit des femmes, de parler aussi de l'accès des femmes à la terre. Et c'était l'occasion aussi de promouvoir les réalisateurs sénégalais, promouvoir leurs compétences, promouvoir tout simplement leur talent ici au niveau de la commune des HLM. Nous sommes heureuses aujourd'hui de présenter la 6e édition du festival sur le thème Urgence climatique et paix. Et nous sommes encore plus heureuses de faire cette collaboration avec la mairie des HLM
et le centre socio-culturel des HLM. Et ça nous a permis aussi de montrer le savoir-faire des femmes de la commune des HLM, parce qu'il faut qu'on essaie de développer l'autonomisation de la femme. Et l'autonomisation de la femme aussi passe premièrement par la terre. Et là, nous avons des femmes qui sont dans le micro-jardinage depuis belle lurette depuis plus de 20 ans. On a même réussi à recevoir une délégation du Cameroun au niveau du micro-jardinage. Actualité sportive, Ligue 2, Oslo prend les commandes, Douane et le nouveau dauphin et Amitié FC bat Keur Madior. Oslo FA premier avec 37 points réalise une belle opération en allant battre 1-2 en déplacement chez Njambour, 11e, 24 points. Dimanche en clôture avec la 21e journée pour devenir le nouveau leader de la Ligue 2. Niary Tally NGB, 6e avec 30 points, retrouve le goût du succès en dominant 0-1 à l'extérieur du SNEP, 9e avec 27 points pour revenir à 4 longueurs de la dernière place qualificative pour la montée. Walidan, qui est 3e avec 35 points plus 4, qui a joué samedi, a raté l'occasion de conserver sa première place. Les Thiessois enchaînaient un second revers en perdant le choc au sommet 2-1 face à l'AS Douane, 2e avec 35 points plus 7. Gabelous enchaîne un 3e succès de rang. HLM de Dakar, 4e avec 34 points, conserve la 4e classe en surclassant 3-1 domicile à Thiès FC, 12e avec 20 points. Et puis Amitié FC, 5e avec 32 points, a dominé le premier réglable Keur Madior 1-0 pour rester aux trousses des HLM. Le Duc, 10e, 26 points, a décroché une victoire précieuse pour le maintien en domptant l'extérieur 0-2, la lanterne rouge d'Emba Diop. Et puis Ligue 1, Teungueth FC qui bat Sonacos et poursuit son rêve de titre. Le leader de la Ligue 1, Teungueth FC, a consolidé sa place en remportant son 12e succès en championnat à l'occasion de la réception de Sonacos ce samedi avec seulement 2 défaites en 21 journées. L'équipe de Cheikh Gueye continue de montrer sa suprématie sur le championnat de première division sénégalaise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir et puis merci de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur GTV.